Madame, Monsieur, merci d'être sur votre Web TV La Matrix. Merci de prendre à nouveau rendez-vous avec votre émission Place Publique. Pour ce troisième numéro de l'émission Place Publique, nous nous sommes déplacés dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Nous sommes dans un endroit qui est quelque peu encastré entre le quartier Le Como, Montagne Sainte, Carrefour Léomba et le quartier Akemi Njogoni. Nous sommes là dans ces lieux pour faire le point sur la célébration de l'an 1 du septennat de Brice Clotaire Oligui Nguema. C'était le 12 avril 2025 que l'actuel président de la République du Gabon avait été élu par plus de 94%. Un plébiscite accordé donc par les populations de la République gabonaise à Brice Clotaire Oligui Nguema. Et depuis cette accession à la magistrature suprême, Brice Clotaire Oligui Nguema a continué d'implémenter sa vision, celle qu'il avait mise en relief aux premières heures du 30 août 2023. Souvenez-vous de ce coup de libération mené par les membres du comité pour la transition et la restauration des institutions. Brice Clotaire Oligui Nguema, une fois arrivé à la tête du Gabon, dès les premières heures du coup de libération, a tout de suite fixé le cap de la restauration tous azimuts du Gabon. Une fois élu, Brice Clotaire Oligui Nguema a donc continué à dérouler son programme de société afin de pouvoir activement participer à l'amélioration des conditions d'existence des populations gabonaises. On va donc essayer en une heure de mettre le marqueur sur quelques points saillants des réalisations de l'an 1 de Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête du Gabon, non sans également mettre en relief certains aspects de sa gouvernance qui ont parfois heurté ou qui ont suscité le débat. J'en veux pour preuve la réforme prise dans le cadre de la régulation des réseaux sociaux, on y est d'ailleurs encore, la réforme du code de la nationalité ou l'opération de déguerpissement des populations de la vallée Sainte-Marie. Et dans ce quartier, ici, entre le Como, Montagne Sainte, Akemi Njogoni et le Carrefour Léomba, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau deux des invités. Déjà sur le plateau, Warren Letamba, on peut les voir, Warren Letamba et Régis Mbumba, c'est bien ça. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir chez vous parce que c'est vous qui nous recevez dans votre quartier. On était déjà dans le quartier Bellevue 2, on a été également à Avea et là, vous nous faites le plaisir de nous recevoir chez vous. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Merci, le plaisir il est pour nous, donc nous vous remercions. Voilà. Et Warren Letamba et Régis Mbumba auront face à eux durant une heure deux figures que vous connaissez très bien puisque ce sont des acteurs politiques accomplis aujourd'hui. Rodrigue Félicien Nvou, qui est un militant de la première heure du Parti démocratique gabonais. Monsieur Nvou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pango. Il y a également présent sur ce plateau Stevie Essima, président de la plateforme Expression citoyenne, aujourd'hui devenu militant de l'Union démocratique des bâtisseurs. Monsieur Essima, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les deux également d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice de sortir des salons feutrés, des studios radio et télé et d'accepter de venir au quartier. Déjà, comment vous trouvez le concept? En ce qui me concerne, je trouve le concept très innovant parce qu'effectivement, il faut rapprocher l'analyse politique, il faut rapprocher le regard politique que les élites ont des réalités concrètes. Et là, nous sommes en plein cœur de ces réalités concrètes. Cela va certainement davantage enrichir nos analyses, nos outils et nos angles de perception parce que nous serons venus voir comment Libreville se comporte dans les profondeurs de ces quartiers parfois qualifiés de sous-développés. Rodrigue Félicien, vous? Pour moi, de mon point de vue, le peuple est le souverain. C'est le peuple qui a élu les institutions, en commençant par la première, le président de la République, qui est en même temps le chef du gouvernement. Donc il lance un certain nombre de priorités, de projets qui, le peuple souverain en est le bénéficiaire. Or, venir faire des émissions dans le cadre public, d'expliquer en réalité qu'a fait le gouvernement, qu'a fait le président de la République, qu'ont fait les institutions, Assemblée nationale, Sénat. Donc,
toute cette mise en œuvre, parce que le Parlement accompagne le gouvernement, c'est pour réaliser dans les actions concrètes ce que le peuple attend des gouvernants. Et c'est pourquoi j'estime que être face au gouverné, c'est une meilleure chose parce que c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui donnez le pouvoir. Je précise également qu'il y aura un troisième invité qui viendra, on va alterner. Il s'appelle Emar Tembe, il prendra l'émission en cours. Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet, messieurs. On a donc célébré le 12 avril dernier, on l'a dit, l'an 1 de l'arrivée au pouvoir, sinon de l'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema, parce qu'il y a deux séquences qu'il faut quand même dissocier. Il y a le vote du 12 avril, mais il y a surtout la prestation de serment qui a eu lieu au mois de mai 2025. On est donc sur le 12 avril, jour de l'élection du plébiscite de Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête du Gabon. Brice Clotaire Oligui Nguema, pour cette première année, en termes de célébration de cet important événement, était du côté de Port-Gentil, dans la capitale économique du Gabon. Il a été à Port-Gentil, accueilli dans la liesse populaire, et il y est allé pour 3 temps forts. Un temps premier consacré donc à, on va dire, la mise en service officielle de nouveaux gisements de pétrole découverts dans la province de l'Ogooué-Maritime, à Gomba, le gisement Gongui. Et ensuite, il s'est rendu sur le site dédié pour l'entreposage des produits pétroliers, du gaz aussi, avant de terminer avec l'inauguration d'une maison d'arrêt des mineurs. Que retenez-vous, Stevie et Sima, de ces différentes séquences-là, en lien justement avec cette journée du 12 avril dernier à Port-Gentil? Très bien. Il faut dire que le style Oligui continue à être un style qui se confond avec un management de sobriété. Cette célébration a été placée sur le sceau de la sobriété. On n'a pas vu des manifestations en fanfare. Le président public a voulu que cette célébration soit placée sur le sceau de cette sobriété-là. Et en plus, être allé à Port-Gentil a donné voix à 2 signaux forts. Le premier signal, c'est l'engagement du président Oligui à consolider notre économie. L'expansion économique est pour le Gabon un impératif catégorique. Donc il fallait aller donner des gages de ce que, au moment où, grâce à notre manne pétrolière et au contexte lié au conflit dans la partie du Proche-Orient, notamment entre l'Iran, Israël et les États-Unis, ce contexte-là a fait rehausser les cours du baril du pétrole. Donc tous les pays pétroliers sont un peu avantageux du fait de cette situation, de cette contingence militaire qui a des répercussions économiques favorables pour le Gabon. Et donc c'est cet instant que Oligui Nguema a choisi pour aller lancer la mise en production d'un nouveau champ, qui a été découvert dans notre pays. C'est donner le gage de ce que on disait le Gabon être en déclin quant à sa production pétrolière. Aujourd'hui, la production pétrolière va être reboostée et ça a su des lendemains meilleurs parce que n'oubliez pas que c'est quand même près de 56% de notre PIB qui est influencé par la manne pétrolière. Donc c'est un engagement économique. L'autre idée, c'est le social. Parce que le gaz butane renvoie au social. C'est un produit de grande consommation pour les ménages. Le fait d'aller inaugurer l'entreposage avec près de 3000 bouteilles jour du site de la LGPP au niveau de Port-Gentil, c'est faire en sorte que ce produit essentiel aux ménages ne puisse pas manquer et ne puisse pas connaître des spéculations. Parce que vous savez que là, sur le gaz manque, on tend à augmenter les prix. Et donc c'est un engagement économique, un engagement social, mais il y a aussi un engagement lié aux droits de l'homme. Parce que la question de la prison des mineurs, c'est tout que lié aux droits de l'homme. On va revenir sur la problématique en lien avec l'inauguration de cette maison des mineurs. Juste donner maintenant l'occasion à Warren et à Régis Mboba de vous poser des questions justement sur cet temps fort
Warren, tu as suivi cette actualité du côté de Port-Gentil lorsque le président Brice Clotaire Oligui Nguema y a séjourné, c'était je pense dimanche dernier, dans le cadre de la mise en service de ce nouveau champ pétrolier au niveau de Ngongui à Gamba. Quelle question veux-tu poser à Rodrigue Félicien Mvou justement par rapport à cette actualité? Ok, bonsoir à tous. Déjà par rapport à cette actualité, nous sommes, on va dire, fiers déjà de ce que le Gabon ait connu un nouveau gisement de pétrole à Gamba. Mais les questions qui se posent par rapport à la population qui n'est pas exposée toujours au grand public, c'est qu'est-ce que cela va rapporter dans le plus du Gabonais lambda. Parce que nous avons des gisements de pétrole ici et là, et monsieur l'a dit très bien que le pétrole représente plus de 56% du PIB du pays. Et ce plus qui s'ajoute, pourra-t-il ajouter aux Gabonais lambda des choses qu'ils n'ont pas déjà, c'est-à-dire dans le panier de la ménagère ou bien dans toutes ces choses-là qui font en sorte que plusieurs personnes se posent encore des questions par rapport à la répartition des biens. Donc, voici la répartition de la richesse nationale. Rodrigue Félicien Mvou. Oui, c'est une question basique. Les sociétés pétrolières, parce que ce qu'il faut dire de manière simple, c'est que l'économie du pays est tenue à plus de 70% par l'exploitation pétrolière. Et cette exploitation pétrolière subit les flux du marché monétaire international. On en parle des termes de l'échange. C'est-à-dire que plus c'est un peu compliqué, plus le baril se vend bien et haut, plus on a plus d'argent. Plus il est bas, le baril, plus il est bas, on a moins d'argent. Mais toujours est-il qu'on est dans la barre des 70% des ressources. Maintenant, cet argent collecté, lorsqu'on a cet argent en diminution, selon les dénivellations élevées ou en baisse, on a toujours qu'on doit régler l'essentiel de vos préoccupations. Quelles sont l'essentiel de vos préoccupations? C'est d'assurer la santé, la scolarisation, c'est d'assurer les investissements, c'est d'assurer le social, c'est d'assurer tout ce que vous voyez, tout ce qui est autour de nous, comme les travaux à côté, c'est dans la manne pétrolière qu'on prend ça. Il n'y a pas de recette miracle, on ne prend pas l'argent ailleurs. On prend l'argent issu de la vente du pétrole essentiellement. Et à cela, vous ajoutez de l'or, le manganèse, le nickel, le niobium. Donc c'est tout ça qui fait la richesse nationale. Et c'est cette richesse nationale qu'on essaie de répartir. C'est là-dedans qu'on paye le salaire, qu'on essaye de prévoir qu'il y ait tel bâtiment, les routes dans le Woué-le-Lo, dans la Nyanga, dans l'estuaire. Donc c'est avec cette manne-là. Donc la manne ne tombe pas du ciel, elle tombe réellement des revenus pétroliers, des revenus des différentes matières premières. Et maintenant, il revient au gouvernement de prioriser. C'est pourquoi à l'Assemblée nationale, on fait en sorte qu'il y ait le vote du budget on doit pouvoir savoir que cette année, on fait ça. Donc il y a une programmation budgétaire. Donc en réalité, c'est comme ça que les choses se passent. Maintenant, pour que vous ayez des écoles, etc. Donc tout ça, c'est prévu dans ce qu'on appelle la loi des finances. Mais la loi des finances regroupe essentiellement tous les mécanismes que je viens de vous dire, que ce sont les revenus essentiellement, et Ismaël a dit, des revenus pétroliers. À cela s'ajoutent des autres activités, des activités de services, des activités hors pétrole. Donc voilà un peu, de manière concise, ce qu'il faut retenir. Régis Moumba, ta question? Oui, moi, pour aborder dans le même sens que mon collègue ici, à gauche, par rapport à l'inauguration du nouveau champ pétrolier du côté de Gamba, Gamba, dans la province de Maritime, c'est quelle sera en fait la place en fait, des jeunes, parce que moi je veux m'inscrire ici plus en termes de chômage, d'accord. Cette plus-value là, quelles seront les retombées d'abord de manière directe pour les populations d'abord autochtones de là-bas, ça veut dire en fait dans l'immédiat même, et qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de solutions pour endiguer, sinon essayer de remédier, ne serait-ce que le problème du chômage pour les jeunes que nous faisons face? Très bien. À la suite de ce que M. Voumadi,
pour répondre à votre question, il faut retenir qu'il y a des mécanismes dans le secteur pétrolier. Au-delà de ce que la loi des finances prévoit, il y a des actions qui sont posées, des réalisations qui sont faites grâce au mécanisme du secteur pétrolier. On appelle ça ce qu'on appelle la PIDPIH, les fonds de production diversifiés, investissements diversifiés et autres. Par exemple, c'est la PIDPIH qui a construit, le Total Gabon qui a construit l'aéroport international de Port-Gentil. Vous voyez, c'était une infrastructure qui appartient à l'État, qui a été construite sur la base des fonds pétroliers, dans le cadre d'un mécanisme bien compris qu'on appelle la PIDPIH. Le désenclavement de Gamba, à travers la route Mugara-Mungogomo, pour aller à Nyanga, voilà, c'est la PIDPIH de Shell Gabon à l'époque, qui a permis de bitumer cette route de près de 50 km. Et donc il y a plusieurs actions comme ça, on peut citer comme ça plusieurs, grâce à la main pétrolière. Parce que les Gabonais disent souvent qu'on ne ressent pas l'impact direct. La route, c'est un impact direct des revenus pétroliers. L'aéroport, c'est un impact direct. Et il y en a comme ça plusieurs autres chantiers qui ont été rendus possibles grâce au pétrole. Maintenant, pour revenir à la question du chômage, est-ce que le pétrole, ces décrets de couverture vont avoir une incidence positive dans la question du chômage qui est pour nous un gros étranglement pour la jeunesse et aussi QID de l'amélioration des conditions de vie des populations environnantes. Les pétroliers aussi, vous savez, dans le domaine pétrolier, il y a le code pétrolier. Moi, dans une vie, j'ai été conseiller du ministre du pétrole. Donc, d'ailleurs, l'actuel code en vigueur, c'est nous qui l'avons retoiletté en 2019. Donc, dans le code du pétrole, il y a la question du contenu local. Les autres appellent ça le local content. Le contenu local, c'est vraiment de privilégier les PME, les entreprises nationales dans la sous-traitance des marchés pétroliers. Parce qu'il faut aussi dire que le domaine du pétrole est un domaine très technique, très pointu. Nos entreprises n'ont pas souvent la taille critique pour aller compétir avec les majors dans les questions pétrolières. On a pris une entreprise, le Gabon, qui peut concurrencer avec Total, avec Perenco, mais dans le domaine de la sous-traitance, on doit privilégier l'expertise nationale. Je vous prends un exemple, un pays comme le Nigeria. Le Nigeria, chaque année, produit des milliardaires dans le domaine du pétrole à travers le contenu local, c'est-à-dire à travers la priorisation des entreprises nationales nigérianes dans la sous-traitance. Donc, voici aussi un levier sur lequel l'État doit insister pour permettre de faire en sorte qu'il y ait un tissu économique intermédiaire d'hommes d'affaires gabonais dans le domaine pétrolier et ailleurs. Maintenant, pour les populations, quand j'étais conseiller du pétrole, j'avais le portefeuille formation qui gérait ce qu'on appelle le fonds de développement des communautés locales, FDCL, les fonds de communautés locales. Ces fonds, ce sont des fonds prélevés dans le contrat pétrolier. Le Gabon, à travers le code pétrolier, on a ce qu'on appelle les CFPP, c'est-à-dire les contrats d'exploitation, de partage de production. Ça veut dire qu'avec ces majors, parce qu'il faut s'expliquer au Gabonais le principe. Ce n'est pas nous qui faisons l'exploration. Ce sont les entreprises étrangères qui viennent faire l'exploration pétrolière chez nous. Parce qu'elles ont la technologie pour. Donc, lorsqu'elles font l'exploration, elles découvrent du pétrole. Il faut faire un montage financier parce que pour exploiter le pétrole, ça demande beaucoup de fonds. Il faut faire un montage financier pour avoir des fonds pour aller dans l'exploitation. Surtout qu'aujourd'hui, le pétrole se trouve beaucoup plus être en onshore profond et très profond. Ça veut dire qu'il faut une technologie très pointue. Donc ça demande les moyens. Donc, les entreprises pétrolières internationales font l'exploration, font l'exploitation et à la fin, on doit se partager la production. C'est quoi on appelle les contrats d'exploitation et de partage de production. Dans la production, chaque partie a sa quote-part qui lui revient. Donc la quote-part qui revient au Gabon, c'est dans ce quote-part-là que le Gabon doit faire le nécessaire de faire en sorte que le pétrole impacte notre quotidien. Mais il y a aussi que notre dispositif législatif a ce qu'on appelle la RSE. Dans ce pays pétrolier, la RSE est très poussée là-bas parce qu'une ville comme Gamba a été développée par le Gabon à travers sa RSE. Là-bas, Gamba a construit un grand lycée qu'on appelle le lycée Goutoron. Le lycée Goutoron, c'est la RSE de Gamba. Le soutien aux communautés locales, le soutien aux sociétés locales, c'est dans le cadre de la RSE. Donc, il faut juste savoir capter ces fonds pour impacter l'économie environnante. Et puis, il y a ce qu'on appelle les fonds de réhabilitation des sites. Lorsqu'on fait une exploitation pétrolière dans un site,
on suppose qu'il faut réhabiliter le site parce que le site doit vivre, parce que les oiseaux vont fuir et parce que les engins, donc il faut réhabiliter le site. Donc ces fonds-là sont destinés à la population locale, environnante, qui doit bénéficier du fait que le pétrole soit exploité à proximité de leur habitat naturel. Donc voilà tous les mécanismes qui peuvent faire en sorte que le pétrole impacte positivement ou concrètement notre quotidien. Une autre question de Warren. Oui. Oui. J'aimerais surenchérir par rapport à ce que monsieur a dit. Monsieur a cité Shell Gabon, Total Gabon comme étant Perenco, comme étant des mastodontes, on va dire, du secteur pétrolier. Bon, moi je me pose la question, comme plusieurs Gabonais, de savoir à quand est-ce que le Gabon pourra ou comment est-ce que le Gabon peut faire pour obtenir lui-même sa part. Bon, on va pas dire part, mais on va dire une société locale qui pourra exploiter elle-même son pétrole, qui pourra avec les moyens environnants faire en sorte que le pétrole ou les carburants, tout ce qui se fait, qui se cherche sous la terre, puisse profiter d'abord aux Gabonais. Et puis pour l'importation ou l'exportation, on verra comment faire avec les mécanismes qu'on mettra en place, bien sûr, qui nous revient d'abord à nous, avant de revenir à d'autres personnes. Et je me pose la question de savoir, est-ce que des sociétés comme Perenco, Total, Shell Gabon peuvent être mises à la porte aujourd'hui ou, et si ce n'est pas possible aujourd'hui, à quand est-ce que l'État gabonais se réserve le droit de le faire? Stevie, est-ce qu'il me répond, monsieur, pour moi? Et là, il est... Bon, je veux répondre. Ouais. Vous savez, votre question est très pertinente, mais le domaine pétrolier, comme je l'ai dit, c'est un domaine très technique et qui demande beaucoup de sous. Les multinationales, dans aucun pays, on ne peut mettre à la porte des multinationales parce que c'est eux qui apportent la technologie, l'expertise et les capitaux. Mais le Gabon a fait des efforts dans le domaine. Le président public, pendant qu'il était président de transition, a racheté Assala. Assala était le deuxième producteur national derrière Perenco. N'est-ce pas? Le fait de racheter Assala, ça veut dire que désormais, le Gabon a une entreprise citoyenne, une entreprise nationale qui est parmi les meilleures du secteur dans notre pays, qui aujourd'hui est une entreprise nationale gabonaise et qui engrange des bénéfices, qui rentre directement dans les caisses de l'État. Hormis Assala, on a la GOC. La GOC, c'est le prêteur national, c'est le bras séculier de l'État dans le domaine pétrolier. Et la GOC aujourd'hui aussi fait un travail consistant parce que je vous dis autre chose, c'est que dans le domaine de l'exploitation pétrolière, si vous avez un permis d'exploitation qui dure par exemple 20 ans, 25 ans, et qu'au bout de 20 ans, 25 ans, le champ pétrolier est toujours productif, mais votre permis n'a pas été reconduit. On ne va pas abandonner ce champ, n'est-ce pas? La JOC, qui est le prêteur national, récupère ce champ et continue l'exploitation pour capter les fonds qui rentrent dans les caisses de l'État. Moi, j'ai une expérience quand j'étais au ministère du pétrole d'une mission qu'on a faite en Angola. Là-bas, ils ont une société qui est l'équivalent de la JOC, qui s'appelle la Sonangol. La Sonangol, aujourd'hui, est devenue un pilier important dans le domaine pétrolier de l'Angola, au point de concurrencer les majors. Parce que les Angolais ont eu la vision et ils ont donné les moyens à la Sonangol. Et aujourd'hui, la Sonangol s'est diversifiée et a eu la taille critique aujourd'hui pour aller concurrencer Exxon et toutes les entreprises pétrolières qui sont en Angola. Donc, c'est aussi qu'il faut que la GOC atteigne cette taille critique pour concurrencer les marques et continuer à capter les fonds. Est-ce que Rodrigue Félicien Roux a quelque chose à dire pour davantage étayer la lanterne de Warren? Ce que je peux dire, c'est que, indépendamment de la taille des entreprises, non, il y a plusieurs entreprises sociétés pétrolières qui, au niveau des participations, c'était à majorité gabonais. Je vous prendrai l'exemple d'Armada S, qui était une société qui était pratiquement gabonais, mais les installations, la production, mais les privés gabonais avaient un plus gros pourcentage. Je pense qu'on avait 51% privés gabonais. Je pense à une autre société pétrolière, mais en réalité,
on avait pu seulement avoir les parts, mais on n'avait pas pu avoir le contrôle de la production, c'est-à-dire que d'aller chercher le pétrole en haute mer, les infrastructures, tout ça ne nous appartenait pas, mais nous, ce qui nous concernait seulement, c'est qu'on voulait avoir les plus grandes parts lorsqu'on partage les bénéfices. Donc ça aussi, c'est une faiblesse de notre environnement pétrolier. Et tout ça mérite des corrections, c'est pourquoi, avec ce qu'il a cité à Salah, on tend à faire en sorte qu'on ramène au moins à une taille raisonnable et qu'on se dise l'un des problèmes d'Assala, voilà, je ne peux pas passer ça sous silence, c'est qu'il faut maintenant que nous-mêmes nous arrivions. J'ai pris cet exemple, le premier exemple d'Amadaès, pour vous amener que comment on peut dans Assala exploiter nous-mêmes le pétrole, le conserver et le vendre à l'international. C'est-à-dire qu'arriver à le vendre, c'est là où nous serons gagnants. Or, à partir du moment où nous-mêmes, nous n'arrivons pas à faire, lui qui connaît plus cette affaire, les trackers, on n'arrive pas nous-mêmes à faire un certain nombre d'opérations, c'est dans ces opérations que l'on gagne. Parce que si on te dit que oui, c'est ta société, mais si ceux qui exploitent le pétrole exploitent par exemple en un jour 1000 barils, et que quand ça va au port, on te dit non, mais en réalité c'était 400 barils. Vous perdez 600 barils, donc vous avez de l'argent que vous perdez parce que vous n'avez pas les instruments de contrôle, vous n'avez pas suffisamment de personnel qui regarde. Parce que ça aussi, c'est l'une des faiblesses de notre environnement pétrolier. Or, il faut que nous ayons les barges qui vont pour regarder comment ça se passe en mer, comment on exploite, comment on tire le pétrole, pour quantifier que là, réellement, on a eu 1000 litres. Et que dans les 1000 litres là que vous avez vous-même vérifié, vous êtes encore les mêmes qui les vendaient à l'international, que vous allez, lorsque le pétrolier arrive, vous êtes sûr qu'on a reversé ça à l'intérieur. Donc, ces mécanismes-là, ce sont des mécanismes qui nous font fuir, qui nous font en sorte que l'argent se disperse. Parce que tout simplement, nous n'avons pas les Gabonais suffisamment formés pour tout contrôler. D'accord. Et on va peut-être pour terminer sur ce point en lien avec l'inauguration justement de ce nouveau champ pétrolier en Bangui à Gamba. Et nous prendre une dernière question de Régis Mbouba. Oui, Régis. En fait, moi, vous allez m'excuser, mais je prône beaucoup pour le nationalisme. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'au Gabon, on peut faire mieux que ce qui est déjà là. Déjà, ce qui est fait, ça va dans le sens de l'amélioration. Et moi, ma préoccupation, c'est j'ai déjà la chance d'avoir en face de moi Monsieur Essima, qui a une expérience, voilà, et qui a été quand même conseiller du ministre. Donc, pour moi, en fait, la question que je me pose, c'est que quelles sont les politiques mises en place, d'accord, par le gouvernement pour essayer d'endiguer ce phénomène, par exemple, de celui on va dire quoi, de l'expertise, on fait faire prévaloir l'expertise nationale. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des universités de formation, d'accord, pour des métiers de pétrole, par exemple, vraiment des métiers vraiment urgents, c'est-à-dire sur le court terme et moyen terme, bien sûr. D'accord. Donc, il y a déjà ça. Et je vais dire, pour ne pas faire la publicité, je vais parler ici par exemple de Petro-Gabon, qui est une société gabonaise où je remarque, je le dis parce que j'ai quand même suivi des formations au niveau de Petro-Gabon. Pour la plupart, ce sont des nationaux, c'est des Gabonais. D'accord. Or, quand on regarde dans la plupart des autres stations-service, par exemple ici, qui font dans la vente des produits d'entreposage de produits pétroliers, on a plus nos autres frères expatriés. Moi, je me dis que c'est un manque à gagner pour nous, parce que même en termes, pour endiguer par exemple le chômage, pour répondre au problème de chômage, je me dis l'État, d'accord, peut bel et bien gagner en essayant par exemple d'imposer à ces sociétés-là un quota par exemple des Gabonais qui peuvent travailler. Donc je voudrais savoir, c'est que si à court, moyen et long terme, il y a eu une réflexion qui a été faite là-dessus pour que au moins les populations, d'abord les populations locales, c'est-à-dire qui sont concernées par le site, peuvent bénéficier. Et l'autre côté, c'est celui de la protection environnementale.
Est-ce que tout ça là c'est pris en charge par l'État et quelles sont les politiques ou bien des moyens qu'on peut vérifier sur le terrain? D'accord. Vous savez que sur les questions environnementales et les questions de pollution, ce qui est bien, c'est que la plupart des entreprises pétrolières et multinationales sont cotées en bourse. Et lorsqu'on est coté en bourse, on a des exigences en termes de bonne gouvernance et bonne pratique de gestion. Donc, elles n'ont pas d'autre choix que d'avoir une politique protection, une politique anti-pollution très poussée. Parce que c'est un élément qui peut être négatif pour leur bonne réputation. Effectivement, et puis nous au Gabon aussi, on a une société civile qui est devenue de plus en plus active, qui ne cesse d'alerter à chaque fois qu'il y a des cas de pollution et des cas d'avarie ou des incidences. On a eu des incidences notamment sur les plateformes pétrolières et sur ce qui est monté au créneau. Donc ce sont des questions qu'on traite au cas par cas, et deux, il y a une réglementation en vigueur, notamment sur le plan national à travers le code des hydrocarbures et sur le plan international à travers les engagements des pays à lutter contre le changement climatique et la problématique de la pollution. Donc ça c'est pour ce qui est de la politique environnementale. Maintenant sur la formation, parce que c'est un élément important. Je vous rappeler quelque chose. Et les anciens se souviendront, l'élite gabonaise dans le domaine pétrolier, c'est Shell Gabon. C'est Shell qui a formé l'élite gabonaise du pétrolier. Les bourses pétrolières à l'époque, tout ça là, c'est Shell qui a formé ça. On a eu des cadres, des hauts cadres très bien formés, comme Agnès Gandhi, on peut le citer, c'est un compatriote, qui a été un produit de Shell. Ici sont plusieurs. Les hauts cadres de l'Union, ce sont l'ancien DG du PNPE, qui est aujourd'hui DG du Pisolu, qui est un produit qui était secrétaire général de l'ONEP, qui est un produit de Shell Gabon. Donc on a au Gabon de la ressource, de la compétence dans le domaine pétrolier, mais mieux, dans le cadre d'un PPP, partenariat public-privé, l'État gabonais, en partenariat avec Total, ont conçu, à Port-Gentil, l'Institut du pétrole et du gaz, qui forme les ingénieurs en recyclage, en formation initiale, en formation continue, dans les technologies nouvelles liées à ce domaine très pointu qui est celui du pétrole et du gaz. Donc on a le cadrage, on a les infrastructures, on a la compétence, mais elle demande d'être mise en œuvre. Et pour terminer sur cette dernière séquence, en lien donc avec cette présence du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le 12 avril dernier à Port-Gentil, donc pour l'inauguration du champ pétrolier de Ngongui, mais également le gaz. Warren, une question sur l'inauguration de la maison d'arrêt dédiée aux mineurs. Comment toi tu perçois, qu'est-ce que tu veux poser comme question à Rodrigue Félicien et vous, Estébi et Simon, sur justement cette maison d'arrêt dédiée aux mineurs? Ok, par rapport à cette maison d'arrêt, déjà féliciter parce que j'ai pas l'âge des aînés ici présents et c'est la première fois qu'on inaugure devant moi une maison d'arrêt. Et pour les mineurs, pas pour des majeurs, pour les mineurs. Déjà, avec la délinquance juvénile qui bat son plein dans toute l'étendue du territoire gabonais, c'est une belle initiative, non seulement pour recevoir déjà ces enfants-là qui se détournent du droit chemin, mais aussi par rapport à la maison, est-ce que la maison d'arrêt respecte les normes internationales? Parce qu'aujourd'hui, on a plus l'impression que ce sont des camps de concentration que des maisons d'arrêt. Il n'y a pas un environnement adéquat qui permet à l'enfant de se repositionner. On a vu avec la politique dernièrement au journal de Gabon Première, la formation des détenus du pain. Ça, c'est une initiative que nous saluons. Maintenant, par rapport à cette maison-là, qu'est-ce qui a été mis en place concrètement par les bâtiments et par les moyens et comment est-ce que cela sera géré pour que ces gens-là, ces mineurs-là, dès qu'ils sortent, qu'ils n'aient plus l'envie de retourner? Alors, Régis qui va également poser une question en lien dans le même sens. Oui, je vais plutôt essayer de renchérir, sinon peut-être dire ce que mon petit frère ici essaie de vouloir faire ressortir. C'est dire simplement que l'initiative elle est louable, elle est très bonne déjà, il faut le dire.
reconnaître, mais dans l'autre côté, c'est les mesures d'accompagnement. C'est-à-dire, après incarcérer par exemple un mineur ou un jeune, est-ce qu'il y a la faculté, la possibilité, c'est-à-dire dans cette maison d'arrêt, une possibilité de réinsertion, c'est-à-dire que le mineur ou le détenu suit par exemple une formation, ce qui fait en sorte qu'au sortir de là-bas, au lieu qu'il s'adonne encore à des dérives, à ce qu'il a entraîné là-bas, est-ce qu'il y a possibilité par exemple de sortir de là-bas, ce dernier par exemple, du boulot? D'accord. Rodrigue Félicien, vous. Non, moi je vais vous répondre en toute franchise. La société est ce qu'elle est. Pour bâtir une société que l'on veut évolutive, il faut s'attaquer à la racine du problème. Il ne faut pas faire les choses parce qu'on voit qu'on fait ça sur les blancs. Si on n'a pas pu réussir à faire en sorte que les citoyens qui rentrent en prison, je prends l'exemple de Bouquet, puissent en sortir comme étant des citoyens modèles, puissent sortir ayant une qualification qu'ils auront apprise dans leur milieu d'incarcération, on a plutôt l'impression que les peines encourues que l'on donne pour ceux qui vont en prison sont des peines selon le type de citoyen que l'on est. Selon que vous soyez un pauvre, ou que vous soyez un cadre de la République, ou que vous soyez quelqu'un qui a les moyens ou qui a le relationnel. Pourquoi je le dis? Parce que regardez assez souvent, et c'est pourquoi moi je ne fais pas dans la langue de bois, comment certaines personnes rentrent en prison, ne sont pas jugées pour une raison X ou Y, sont remises en liberté en disant que liberté conditionnelle. Mais à partir de ce moment, les prisons ne sont plus un cadre où on arrive à faire en sorte que les gens puissent être réorientés dans la société. Parce qu'en réalité, la prison, elle est faite pour te réformer. Si on ne te réforme pas, la conséquence c'est quoi? C'est que tu vas purger ta peine, tu recommences, mais tu te sens mis en prison, mais parce que tu recommences les mêmes délits. D'accord. Or, je termine par là, je finis par là. Pour les mineurs, regardez nos sociétés, regardez le nombre de familles monoparentales dans tout le Gabon. C'est l'une des causes qui fait en sorte que la famille, nous sommes les Africains, la famille est la cellule de base naturelle de la société. Or, combien de personnes, moi, qui vous parle, je ne suis pas marié, mais j'ai mes 2 enfants, donc monoparental, c'était parce que je mets le mien. Mais nous ne sommes pas nombreux à mettre le sien. Parce que les gens se disent, bon, je donne ma vie à mon enfant, il dort, mais tu ne t'occupes pas de son éducation, tu ne le suis pas, mais même s'il va en prison, tu vas amener à manger. Le problème, c'est que l'enfant reste dans un état embryonnaire, là où il n'est pas formaté, là où il ne reconnaît même pas ses torts. D'accord, on va poser la question à Stéphie et Sima. Rodrigue Félicien, vous estime, lui, qu'il faut régler le problème en amont par la responsabilité des parents, donc il met le curseur sur la démission parentale des parents par rapport à l'éducation de leurs enfants. On sait aujourd'hui évidemment qu'il y a ce phénomène vécu au quotidien, celui de la violence en milieu scolaire. Il n'y a pas très longtemps, on a vu un jeune qui a sauté de la passerelle en face du lycée Léomba. Il y a plusieurs actes délictuels qui sont souvent posés par des jeunes, souvent par des mineurs. Est-ce qu'une maison d'arrêt dédiée aux mineurs, c'est déjà un début de solution? Est-ce que c'est le point final? Il faut partir d'un constat, et monsieur vous l'a rappelé, une société devient de plus en plus violente. Mais ça, ce n'est pas un phénomène gabonais. Les technologies nouvelles aujourd'hui, l'interconnexion, fait que les sociétés actuelles deviennent de plus en plus violentes. Pour plusieurs raisons. Ça encore, ça peut être un autre débat. Mais la justice ou la prison procède ce qu'on appelle la justice correctionnelle. Ça veut dire on vous amène en prison, on vous envoie en prison pour vous corriger. Parce qu'à un moment donné de votre vie, vous avez posé un acte qui a été jugé pas conforme aux lois de la société, pas conforme à la morale de la société, et donc on vous corrige. Mais quand on vous corrige, c'est pour vous ramener sur le droit chemin. Ça veut dire que le processus final de la sortie de prison, c'est d'être ramené sur le droit chemin parce qu'on a subi la correction. Donc c'est pourquoi la promotion de la réinsertion est capitale.
les capitales. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, les jeunes qui sont en prison, moi je connais des jeunes qui sont en prison, qui passent leurs examens nationaux, ils passent au BPC, ils passent au bac. Si le cadre carcéral permet à ces jeunes de passer les examens nationaux, qui du bac, qui du BPC, qui du diplôme d'enseignement national, c'est leur réinsertion. Et aujourd'hui, il y a des initiatives périphériques telles que la boulangerie et les autres là, qui sont des initiatives qui permettent, parce que tout le monde n'a pas vocation à faire des études, mais ce qu'il y a à savoir faire, il peut le déployer, le préparer, et sa réinsertion. Donc c'est une question cruciale qui en appelle à la conjugaison des actions et des efforts des forces vives de la nation. Ce n'est pas que l'État. Monsieur, vous m'avez parlé de la famille, mais il y a aussi les médias dans les contenus de ce que nous enfants regardent à la télé et via les réseaux sociaux, j'espère qu'on va en parler. Donc c'est tout ça qui forme ce magma qu'il faut atténuer pour ne pas qu'il rentre en éruption et notre société s'embrase. Aujourd'hui, c'est une bonne chose qu'on pense à construire des prisons pour mineurs. Je vous dis que ces prisons sont aux normes. Je vais à la télévision, sont aux normes. Il y a des espaces de réinsertion, il y a tous les éléments qui vont avec. Donc il faut y avoir. Peut-être l'idée c'est maintenant que chaque capitaine provincial puisse avoir cela pour donner la chance aussi aux jeunes prisonniers qui sont à Makoukou et à Tchibanga d'avoir aussi ces capacités de ne pas être mis. Parce qu'il y a des gens qui sont réclassés en prison. Parce que tu t'es battu avec ton ami et puis tu as donné un coup de poing et puis il a saigné et puis on t'a mis en prison. Mais tu vas en prison, tu vas trouver les cancers et tu partages leur espace quotidien. Ça te radicalise. Donc c'est déjà un élément positif à saluer. Évidemment que cette action continue et impacte l'ensemble du territoire national. Peut-être préciser qu'il n'y a aucun camp de concentration, que les prisons ne sont pas de camps de concentration dans notre pays, le Gabon. Alors on va faire tout de suite le lien puisqu'on parlait donc de maisons d'arrêt dédiées aux mineurs. Et on sait évidemment qu'il y a quelques jours, le gouvernement a rendu public, notamment à travers la publication dans le journal officiel de 3 ordonnances qui ont été prises pour désormais réguler la communication sur les réseaux sociaux. On est encore sous le coup de la suspension, comme vous le savez, justement, de ces réseaux sociaux, décision prise par la haute autorité de la communication avant que le gouvernement de la communication et des médias ne viennent confirmer cette suspension. Le gouvernement, évidemment, est dans une posture qui a pour objectif de pouvoir mettre de l'ordre, de pouvoir mettre en place un dispositif réglementaire adapté à la circonstance, à l'écosystème pour protéger évidemment les mineurs aussi et les adultes face aux nombreuses dérives qui sont constatées. Donc 3 ordonnances, l'ordonnance numéro 0011/PR 2026 du 26 février 2026 portant réglementation de l'usage des réseaux sociaux via les plateformes numériques en République gabonaise, l'ordonnance numéro 0012/PR 2026 du 26 février 2026 portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 019/2016 du 9 août 2016 portant code de la communication en République gabonaise et l'ordonnance numéro 0013/PR 2026 du 26 février 2026 portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 014/2023 du 3 juillet 2023 portant réorganisation de la haute autorité de la communication. Alors, Warren, lorsque la haute autorité de la communication a fait ce communiqué il y a quelques semaines annonçant la suspension des réseaux sociaux, il y a eu une levée de boucliers au Gabon, un véritable tollé dans tous les quartiers, dans le vôtre. Quelle question vous voulez poser à Rodrigue Félicien et vous justement sur ces mesures coercitives prises par le gouvernement de la République pour protéger les usagers des réseaux sociaux? Déjà, poser la question de savoir à qui normalement la restriction s'adresse, on va dire au peuple gabonais en général. Mais plus spécifiquement, on va dire chez les jeunes qui ont des dérives. Ceci étant dit, je suis pour ma part un enseignant, encore stagiaire bien sûr, et aujourd'hui j'ai eu justement un cours par rapport à ça sur la régularisation des réseaux sociaux avec les élèves en production écrite.
Et par rapport aux dangers qu'on émettait, il y avait le harcèlement, il y avait les injures publiques, le fait de saquer le moral mental et physique, déjà des choses qu'on retrouve partout un peu sur les réseaux. Un enfant peut avoir une astuce et puis vas-y, mélange ça à ça, tu bois et puis là-bas tu arrives l'enfant et maintenant, je sais pas, ou bien il se fait harceler et puis mentalement ça ne va pas, il prend un coup. Ok. Mais par rapport à cette restriction, on a plus l'impression qu'on veut cacher quelque chose que de réguler. Parce que si on veut réguler, on s'y prend, par rapport à moi, on s'y prend autrement que couper du coup et puis venir expliquer. Il n'y a pas une politique d'explication dès le départ. On est venu, on a coupé et puis on a dit à partir d'aujourd'hui. Je crois que la forme, le fond n'est peut-être pas mauvais, mais c'est la forme qu'elle a prise qui n'a pas été acceptée par les Gabonais. Rodrigue, félicitez-vous. Oui, non, le problème ici, il y a, je vais vous répondre très franchement, il y a des mesures qui dépassent le cadre de la loi. On appelle ça des mesures exorbitantes. Ça veut dire qui dépassent le cadre de la loi parce que nous sommes signataires des conventions, la convention de Vienne, nous sommes signataires de la plupart des traités internationaux qui traitent de la liberté de communiquer, la liberté d'expression. Or, on ne peut pas être signataire et avoir encore des restrictions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prôner d'un coup, on dit on est favorable à la libre circulation, on est favorable à la libre expression. Et d'un autre côté, on dit non, désormais ça ne se passe pas comme ça sans donner le cadre normatif. Or, ça fait plus de 3 mois que le dossier est en souffrance au Parlement. On voit bien qu'il a cité tout à l'heure des ordonnances. Or, la nouvelle loi qui est proposée, là, moi j'étais à l'ouverture de l'Assemblée le 1er mars. Mais on a dit que dans les 2 semaines qui suivaient, ça devait être traité. Ça devait être dans le discours du président de l'Assemblée nationale, ça a été dit que le dossier concernant les réseaux sociaux allait passer par l'Assemblée, mais jusqu'aujourd'hui, le Parlement n'a pas encore légiféré parce que la décision a été prise. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une mesure exorbitante qui dépasse le cadre de la loi et je pense qu'elle va se régler en attendant que le Parlement légifère. Nous sommes toujours dans le statu quo de la restriction et c'est vraiment dommage, les ambassadeurs, il vous souviendra qu'il y a 2 semaines ou 2 semaines et demie, les ambassadeurs ont interpellé le gouvernement là-dessus pour dire qu'ils agissent, ils travaillent avec l'Internet et qu'il fallait respecter les droits humains reconnus par le monde entier. Donc, si le corps diplomatique s'en mêle, ça veut dire que c'est quelque chose qu'eux aussi savent que le gouvernement est allé au-delà des mesures que l'on doit prendre, aussi coercitives soit-elles, mais on doit pouvoir avoir, pour que le Parlement nous propose à brève échéance un nouveau cadrage. Alors, avant de passer la parole à Emar Tembe, pour passer la parole à Rodrigue Essima aussi, qui veut apporter évidemment des éléments de réponse par rapport à cette thématique-là. On vient de recevoir sur le plateau, je l'avais dit dans l'introduction de l'émission, Emar Tembe, qui est également un habitant de quartier situé à proximité du Komoro, à Kemi-Djogoni et Montagne Sainte, qui lui également va donc prendre part à cette dernière partie de l'émission. Stevie Essima, donc, on est dans la problématique donc, de la régulation des réseaux sociaux au Gabon. Une question a été posée tout à l'heure par Warren Letamba. Quelle est votre réaction à cette question? Très bien. Là encore, je vais parler en ma qualité d'ancien conseiller du ministre de la Communication. J'ai été il n'y a pas longtemps conseiller ministre de la Communication. Et ce sont des problématiques donc, qui sont des problématiques éminemment souveraines. Au-delà des conventions internationales que nous signons, il y a la souveraineté de notre pays. L'espace numérique est devenu un espace public. Ça veut dire que qui parle d'espace public, pas de réglementation. Aujourd'hui, les débats, les confrontations, les idées sont davantage plus exposées sur cet espace numérique que sur la place publique. C'est notre nouvelle place publique immatérielle. Et donc il faut mettre de l'ordre. Il
faut mettre de l'ordre. Donc la volonté du gouvernement, c'est de mettre de l'ordre dans cet espace numérique qui est devenu un espace public. Et pour mettre de l'ordre, parfois, il faut frapper les grands coups. Le gouvernement a frappé un grand coup en annonçant la suspension. Ça peut être jugé radical pour certains, mais nécessaire pour d'autres. Parce que c'est après avoir perdu quelque chose que l'on se rend compte de son utilité et que l'on essaie de nous ajuster. La question c'est, pourquoi sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui a amené le gouvernement à prendre une telle décision? Il faut se poser les bonnes questions et il faut être neutre dans cette analyse-là. Mais nous sommes arrivés là parce qu'il y avait des dérives parfois involontaires et d'autres dérives volontaires. On a une catégorie d'acteurs publics qui estiment que les réseaux sociaux, c'est la Cour du roi Péto, que les réseaux sociaux, c'est le Neufland, où il n'y a pas de loi. Non, il n'y a pas un espace public où il n'y a pas de loi. Et vers où on veut arriver? On va arriver vers le civisme numérique. Il faut parvenir quand même à inculquer aux Gabonais ce qu'on appelle le civisme numérique. Et plus on va intégrer cette notion du civisme numérique, mieux on ne sera plus exposé à ces mesures coercitives. Parce qu'on régule ce qui a du mal à s'auto-réguler. Si nous-mêmes on s'auto-régule par notre propension à cultiver le civisme numérique, on n'aura plus besoin du gendarme pour venir nous réguler. Donc moi, voilà un peu la position qui est la mienne. Emar Tchemba, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous prenez l'émission en cours, mais vous étiez à côté il n'y a pas longtemps pour suivre un peu le débat sur ce point-là en lien avec ces ordonnances prises par le gouvernement pour réguler, on a dit, les réseaux sociaux au Gabon, surtout placer désormais les Gabonais face à leurs responsabilités. Quelle question voulez-vous poser à Rodrigue, Félicien Ngon et Stevie Essima? Quelle est la perception que vous avez justement de la prise de ces trois ordonnances-là qui ont pour objectif désormais de pouvoir réguler l'espace numérique au Gabon, notamment en termes de mesures de prévention, de mesures coercitives, on l'a dit, parfois placer justement les Gabonais face à leurs responsabilités, mais surtout de protection aussi des mineurs. Absolument. Je vous remercie pour le fait que vous m'ajoutiez à ce panel. Je dis bonsoir à tous les panélistes ici. Vous prenez une bonne initiative de venir dans les quartiers, discuter avec les populations dans les conditions réelles. Ça n'a rien à voir avec un décor artificiel. Donc, par rapport à cela, je vous dis vraiment merci. Merci beaucoup. Donc, pour revenir à la question et à la thématique, il faut simplement dire que, bien avant de poser directement la question, il faut essayer de rentrer dans le cadre général lui-même. On est dans un État gabonais qui est en retard dans beaucoup de domaines. Nous sommes un pays en voie de développement. Qui dit en voie de développement dit que nous sommes en retard par rapport au développement. Donc quand les nouvelles technologies de l'information arrivent, elles arrivent avec tout ce qui est de bien. Ceci étant dit, on va revenir à la base sur le problème de l'éducation. Est-ce que nos populations sont au fait des nouvelles technologies de l'information? Ça c'est la première question. Donc le domaine de l'éducation arrive. Et si le domaine de l'éducation est en retard par rapport au curricula et aux acquis des populations par rapport à une technologie donnée, il faut en ce moment-là précis que d'abord les médias s'en prennent la mesure de l'information, c'est-à-dire commencer à donner l'information à toute la population. Et aujourd'hui, le maillon qui pose un problème, c'est lequel? C'est la jeunesse. C'est vrai qu'il y a quelques dérives au niveau des adultes, mais c'est plutôt la jeunesse qui est addictive à ce modèle, la nouvelle technologie de l'information. Et qu'est-ce qui va dans la jeunesse? C'est, comme on va dire de façon puérile, la Cour du roi Péto. On va dans l'invective, on va dans la manipulation, on va dans le manque de respect, mais poussé. On va dans la manipulation de l'information, ça veut dire, là quand j'ai encensé le fait qu'on a un décor naturel, quelqu'un il prend un décor naturel, il ajoute tout ce qui est artificiel, il veut des formes, il veut ce n'est là en flambeau. Ça c'est l'atteinte à la vie privée. La base voilà, des algorithmes, justement, de l'intelligence artificielle. parce qu'il y en a qui prennent cet environnement comme un environnement de jeu, juste pour blaguer. Alors à ce moment-là, si on a l'information, on doit savoir là où s'arrête la liberté individuelle. Or, et maintenant la question que vous voulez poser, la question que je veux poser, c'est de venir, de donner un peu de grand amour à nos panélistes ici pour juste dire,
comment est-ce que vous pensez attaquer le problème, parce que c'est un problème complexe. Le problème il est complexe parce qu'il faut mettre les jalons au niveau de l'éducation, j'insistais tout à l'heure, et les jalons au niveau de l'information. L'information, les médias. Et après, le gouvernement, par sa posture d'état gendarme, eh bien, il vient pour réguler. Donc moi, la question, c'est de savoir comment est-ce que vous pensez récupérer cette affaire sans trop faire de vagues, parce que les populations ne comprennent pas toujours, c'est pourquoi elles se braquent. Stevie et Sima. Très bien. Déjà, le rôle de la régulation appartient à l'État. C'est l'État qui régule. Et l'État régule en fonction d'une base légale, d'un cadre légal. On a un code de la communication, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux impliquent plusieurs segments de l'univers numérique. Parce qu'on a aujourd'hui des médias qui sont des médias numériques. Donc, il y a les professionnels des réseaux sociaux. Donc ces médias-là aussi ont un rôle important à jouer dans l'assainissement de cet espace public qui est la matière première de travail. Et donc l'État doit réguler à partir de ces médias. Aujourd'hui, chacun devient détenteur d'un média, il suffit d'avoir un smartphone. Donc ces professionnels des médias devenus accidentellement doivent rentrer dans un cadrage qui est fixé par le gouvernement. C'est pourquoi aujourd'hui on se rend bien compte que le code de la communication et toutes les lois qui étaient en vigueur sont devenues désuètes. Pourquoi sont devenues désuètes? Sont devenues désuètes parce que la nouvelle actualité, la nouvelle tendance, le nouvel espace public qui est l'espace numérique n'a pas été intégré dans la conception. Vous savez, chaque loi est fille de son temps, dans la conception de ces lois. Et donc aujourd'hui, il était nécessaire, utile et important de retoiletter ces lois en intégrant le nouveau contexte, les enjeux de l'heure. Et ces enjeux de l'heure, c'est de réguler cet espace public qui est devenu très fréquenté et malheureusement anarchiquement fréquenté. Et tout ceci mérite d'être régulé. Mais je reviens à ce que j'ai dit au départ, pour éviter qu'on vous régule, auto-régulez-vous. Nous aussi, les utilisateurs des plateformes sociales, nous devons nous auto-réguler. Est-ce que ça veut dire, Stevie et Sima et Rodrigue Félicien et vous, parce que c'est un discours qu'on a également entendu, mis en relief par certains qui estiment que c'est peut-être une manière déguisée de la part du gouvernement de pouvoir bâillonner la liberté d'expression, empêcher les idées contraires d'être émises par certains. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cette logique-là? On a parlé de la protection des mineurs, mais on sait également que les adultes ont leur responsabilité face à ces dérives-là, puisqu'on voit qu'il y a parfois des discours qui sont tenus sur les réseaux sociaux par certains acteurs de la société civile, par certains activistes, par certains acteurs politiques. C'est une réalité aussi. Il y a des Gabonais aujourd'hui qui se retrouvent dans les geôles de la prison centrale parce qu'ils ont fabriqué des contenus faux et se sont attaqués à certaines personnalités. Donc il y a des cas de dérive qui sont avérés, il y a des plaintes qui ont été... il y en a qui ont été estés en justice, qui sont aujourd'hui en prison justement parce que les faits de dérive ont été constatés. Rodrigue Félicien, vous voulez? Oui. Non, je voudrais ramener les uns des autres dans le sujet. Non, parlons un tant soit peu avec les mots assez simples. La régulation. La régulation va du principe que nous sommes des milliers d'utilisateurs, nous jouissons de la liberté. Et la régulation est là pour dire si vous enfreignez à votre liberté en attaquant faussement quelqu'un, vous êtes poursuivi. Parce que c'est déjà ça la régulation, parce qu'il faut expliquer en des termes clairs, parce qu'ils sont dans le quartier. Parce que la sanction te poursuit. Parce que tu as diffamé, tu dois répondre. C'est ça réguler. Or, on ne peut pas interdire. Ce que moi je ne suis pas d'accord avec le frère Vessima, c'est le fait qu'il veut passer par la régulation pour dire que la mesure de restriction globale de tout citoyen qui est libre, qui n'ont pas fauté, qui n'ont commis aucun acte contraire à la loi, mais sont restreints à pouvoir s'exprimer librement.
Parce que en fait, c'est ça le fond du sujet. Le fond du sujet n'est pas de dire qu'il faut réguler ou ne pas réguler. Le fond du sujet est de dire que comment empêcher des milliers de citoyens de par le Gabon, de par toutes nos 9 provinces, de pouvoir exercer leur liberté de s'exprimer librement, reconnue par notre Constitution. Mais je ne pense pas que ce soit la posture prise par le gouvernement. Le gouvernement n'interdit pas aux Gabonais de pouvoir jouir de leur liberté d'expression. Lorsque je ne peux pas m'exprimer librement dans les réseaux sociaux, lorsque je ne peux pas faire mon live sur quelque chose, sur les produits par exemple que je vends chez un jeune entrepreneur, j'utilise les médias, moi je paye beaucoup en ligne. Il y a des choses, des publicités qui Là, passent vous êtes en train de parler de la situation relative à la suspension actuelle. Oui, oui. Ben voilà, ça c'est temporaire, on peut estimer que c'est temporaire. Mais ça dure depuis plus de 2 mois. Donc on va essayer d'aller plus vite parce qu'il nous reste moins d'une dizaine de minutes avant qu'on mette un terme à cette émission. Ce que l'on a constaté, ce qu'on est en train de faire un point, et Marc Nemba sur blanc 1 de Brice Clotaire Oligui Nguema. Posez-vous la dernière question puisque vous avez pris l'émission dans ces dernières minutes. Ce qu'on remarque aussi, c'est que durant cette première année de Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête du Gabon, il y a évidemment l'accélération des différents chantiers qui ont été initiés depuis le 30 août 2023. Quelle question vous voulez poser à Rodrigue Félicien vous justement sur ces chantiers? Il y en a un ici que l'on voit dans le fond, au niveau du quartier Akemi Nzogoni, l'aménagement des voies secondaires qui doivent mener au carrefour Les Homba, mais également au camp de police. Quelle question en lien avec les chantiers que vous observez dans le Grand Libreville? Alors, il faut le dire déjà en passant, bravo, félicitations à Monsieur le Président de la République et toutes les institutions qui l'accompagnent. Bravo à tous les prestataires qui sont en train d'exécuter ces travaux. Ce n'est pas facile, je vous parle de l'expérience de ce quartier. C'est un quartier qui est marécageux, nous sommes dans une cuvette. Je ne pense pas qu'il y a 10 ans derrière, on pouvait avoir la possibilité de franchir même à pied cette zone là où nous sommes installés et aller de l'autre côté vers le collège Messieurs. Donc je peux vous dire, avec l'expérience qu'on a eue de la construction de la route PK5, PK12, si vous avez bien connu la partie du marché banane, c'était aussi tellement marécageux, mais ici c'est nettement plus. D'accord, votre question? Voilà, donc la question c'est pour dire que dans le chronogramme des travaux qui sont tous azimuts comme ça lancés par le président de la République, est-ce que vous pouvez trouver là la plateforme idéale pour essayer d'expliquer au mieux aux populations qui ne sont pas toujours au fait des activités? Ça veut dire là, ne faites pas la rétention des informations à votre niveau. Communiquez aux populations ce que le président est en train de faire, à quel niveau de l'avancement des travaux, parce qu'il y a des travaux qui sont physiquement visibles, il y en a qui ne le sont pas, parce qu'il y a une partie dans les travaux qui sont dits mous. Quand c'est la phase des études, les populations ne voient pas, donc ils ne perçoivent pas le développement, alors que les études sont avancées. D'accord. Voilà. Vas-y, Félicien. Oui, je vais répondre, c'est une excellente question parce que en fait, votre question fait partie de ce qu'on appelle la gouvernance. Il faut bien expliquer à la gouvernance aux uns aux autres, aux citoyens, aux jeunes femmes, vieux, parce que c'est ce qui fait la richesse de notre pays. Mais avant de répondre de manière très pratique, Il nous reste 2 minutes. De manière très pratique à votre question, j'aimerais parler quand même un temps soit peu du code de la nationalité. Il y a contrairement à ce que le frère a dit, qui voulait s'appuyer sur le Congo simple du quartier, sur les différenciations de type de Gabonais. Non. Regardez en France, regardez aux États-Unis, un peu partout. En France, dès que vous mettez une Française enceinte, ou bien lorsque tu es avec ta femme gabonaise, lorsque l'enfant naît en France, il est automatiquement français. Or là maintenant, chez les Blancs eux-mêmes, ils disent qu'il faut vivre pendant 3 ans. Nous, on a doublé. On a doublé parce qu'ici, il y avait des mariages blancs. Donc, on ne va pas revenir. Mais ici, je peux vous dire, le code tel qu'il a été entrepris par le gouvernement gabonais, pour moi, il est excellent. Et il mérite même les applaudissements de tous les Gabonais. Maintenant, pour répondre à votre question, qui est une excellente question, le gouvernement doit réellement proposer ce que nous faisons là. Le gouvernement doit pouvoir le faire, indépendamment des questions-réponses avec le Parlement, doit pouvoir communiquer à travers les collectivités locales, doit pouvoir avec les associations, les ONG, pour faire le même travail, ce que vous demandez là, pour que les citoyens, parce qu'en réalité c'est vous le bénéficiaire final, vous devez savoir ce qu'on veut entreprendre, ce que l'État est en train de faire. Vous ne devez pas le découvrir au moment des inaugurations, tel que nous avons passé plus de 20 minutes à parler des inaugurations du président.
Mais il faut bien que le citoyen sache que dans la zone, que votre zone là, à Kiminjogoni, nous aurions une école peut-être d'ici 6 à 9 mois. Donc on doit avoir l'art de communiquer pour que les citoyens soient informés que dans telle zone, donc on va voir les travaux, donc je peux solliciter le travail, je peux être maçon. Voilà comment nous pouvons vous être utiles. Et je pense que c'est du ressort du gouvernement de pouvoir communiquer, à faire en sorte que les citoyens soient mieux imprégnés de la politique du président de la République. Merci beaucoup Rodrigue, Félicien et vous pour votre conclusion. Merci également à Stevie et Sima d'avoir accepté de venir ici dans ce quartier. Merci surtout à vous qui nous avez accueillis, à Warren Letamba, à qui je peux demander de revenir sur le plateau puisque vous avez évidemment pris part à cette émission pour vous mettre à ma gauche. Donc merci à vous Warren Letamba, merci à Régis Mbumba et à Emma Wenceslas Temba, habitants donc de ce quartier, on l'a dit, situé entre le Como, Carrefour Léomba, Kiminjoroni et Montagne Sainte. On a donc fait le point en 1 heure sur l'an 1 de Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête du Gabon en tant que président de la République. Ce sera avec un bonheur renouvelé qu'on reviendra ici dans ce quartier ou on ira dans d'autres quartiers de Libreville pour continuer à donner cette possibilité aux différents habitants de Grand Libreville et pourquoi pas dans tout le Gabon de pouvoir échanger avec les personnes ressources, avec les décideurs sur la marche du pays. Merci de nous avoir regardés et on se retrouve prochainement pour un autre numéro de Place Publique sur la Matrix, votre Web TV.